22 avril 2010, dans le golfe du Mexique, à 80 km des côtes de la Louisiane. Le monde entier assiste impuissant, en direct à la télévision, au déclenchement de l'une des plus grandes marées noires de l'histoire. La marée noire devrait toucher les côtes de Louisiane et du Mississippi dans les 24 heures. Cleanup crews spent the day trying to keep the 12-mile-long oil slick from the rig from reaching shore. À l'origine de la catastrophe, le pire scénario jamais imaginé par les compagnies pétrolières s'est produit. La plateforme Deepwater Horizon a explosé. On a commencé à voir des barils et des conteneurs projetés hors de la plateforme, comme des roquettes. Un incendie gigantesque a transformé cette plateforme avec 126 personnes à bord en torches géantes. 11 d'entre elles ne seront jamais retrouvées. C'est la pire catastrophe de l'histoire du pétrole aux États-Unis. Grâce aux plus grands spécialistes, aux enquêteurs et aux témoins directs du drame, nous allons tenter de comprendre comment les équipes ont dû faire face à l'impossible. Si cette fuite avait eu lieu à terre, dans un puits pétrolier à terre, l'affaire aurait été réglée en quelques jours. Quel enchaînement de circonstances a pu provoquer un tel drame? Ces moteurs ont des arrivées d'air et aspirent le gaz naturel qui est hautement inflammable. Pourquoi aucun système de protection n'a-t-il pu empêcher cet accident? La pression a augmenté à l'intérieur même du tuyau. De fait, l'étanchéité n'a pas été totalement assurée. Comment l'un des fleurons de l'industrie pétrolière a pu se transformer en une catastrophe hors de contrôle? Le 20 avril 2010, c'est une belle journée qui commence en Louisiane, un État du sud des États-Unis. Mais sur la plateforme Deepwater Horizon, le moral des équipes n'est pas au beau fixe. Depuis 4 mois, ils sont 126 à se relayer à bord tous les 15 jours pour tenter de forer le puits Macondo. Et qu'ils soient foreurs, électriciens ou ingénieurs, la mission leur semble de plus en plus compliquée. L'ambiance est un peu tendue ce jour-là car le puits a donné beaucoup de fil à retordre aux équipes. Entre eux, les hommes l'appellent le puits de l'enfer. Le projet compte déjà plus de 43 jours de retard sur le planning prévisionnel. Et chaque jour supplémentaire, c'est $1 million perdu pour l'exploitant, British Petroleum, BP. Ces plateformes sont très chères, donc BP veut finir le forage de ce puits pour passer à un autre projet, et ça, l'équipe l'a bien compris. Les plateformes pétrolières font partie du paysage côtier de la Louisiane depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis 1947 exactement. Le golfe du Mexique fait partie des premières régions du globe qui ont été systématiquement explorées pour la production de pétrole offshore. La région du golfe du Mexique est une zone très importante pour l'industrie pétrolière internationale, car elle est le théâtre de nombreuses innovations technologiques en mer profonde et très profonde, ce que les pétroliers appellent l'offshore profond, l'offshore très profond. Le pétrole, c'est vraiment la richesse principale de cette région du sud des États-Unis. Aujourd'hui, toutes les grandes compagnies pétrolières mondiales sont présentes dans le golfe du Mexique. Elles génèrent plus de 23 000 emplois rien qu'en Louisiane et rapportent plus d'$1 milliard par an à l'État. Parmi ce champ pétrolier, Deepwater Horizon est une plateforme d'exploration, c'est-à-dire qu'une fois le puits creusé, elle laisse la place à une plateforme de production qui, elle, va exploiter le pétrole. Construite 9 ans plus tôt, c'est une plateforme semi-submersible à positionnement dynamique qui n'est pas fixée au fond de la mer et se dirige finalement comme un bateau grâce à des moteurs. 121 mètres de long sur 78 de large, soit une surface de plus de 9000 mètres carrés, l'équivalent d'un stade de foot américain, elle culmine à 74 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 25 étages. C'est une plateforme et un type de plateforme qui a fait ses preuves dans cette région et ailleurs dans le reste du monde.
La structure entière pèse plus de 33 000 tonnes, soit 4 fois et demi le poids de la Tour Eiffel. Son coût, 560 millions de dollars. Loren Steffi est journaliste et écrivain, spécialiste de l'industrie pétrolière. Il suit de près l'activité dans le golfe du Mexique. Deepwater Horizon est vraiment ce qui se fait de mieux. Elle est au top de la technologie. C'est une des plateformes les plus récentes parmi celles qui opèrent dans le golfe du Mexique. C'est aussi l'une des plus grandes, l'une des plus chères. Mais elle participe également aux projets les plus pointus. Il s'agit de creuser des puits plus profonds. Donc travailler sur cette plateforme, c'est vraiment pousser la technologie au maximum de ses possibilités, repousser les frontières en quelque sorte. Deepwater Horizon n'en est pas à son coup d'essai. Depuis sa construction, elle a déjà foré de nombreux puits. Depuis 4 mois, elle s'attaque pour le compte de la compagnie BP au puits Macondo, situé à plus de 80 km des côtes de la Louisiane. Ici, on évolue dans la mer ultra profonde, comme on l'appelle dans le milieu pétrolier. À cet endroit, la profondeur de l'eau atteint en effet 1600 mètres, et le puits est creusé à plus de 4 km sous le fond de la mer. Il se trouve donc à près de 6000 mètres sous la plateforme, 1000 mètres de plus que le Mont Blanc. C'est toujours un défi de forer à très grande profondeur. Les technologies qui sont mises en œuvre par l'industrie pétrolière pour aller forer à des dizaines de milliers de mètres sous la surface des flots sont des technologies qui n'ont rien à envier à la sophistication des technologies utilisées par l'industrie spatiale. Pour creuser, les équipes ont utilisé une sorte de perceuse géante avec à l'extrémité un trépan qui va directement attaquer la roche. Mais creuser ne suffit pas. En effet, un puits a tendance à s'effondrer sur lui-même en permanence. Alors pour le renforcer et assurer son étanchéité, à mesure que le forage se poursuit, on descend un tubage en acier, puis on injecte du ciment entre l'acier et la roche. C'est la phase de cimentation du puits. L'objectif, c'est ce réservoir d'hydrocarbures, mélange de pétrole et de gaz instable d'environ 175 degrés. Un mélange à manipuler avec une extrême précaution. 4000 mètres d'écorce terrestre le compriment en permanence. Tout au long du forage, si la pression est trop forte, les équipes risquent un blow-out, une éruption d'hydrocarbures. Biologiste marin de formation, Christophe Rousseau est directeur adjoint au CEDRE, un centre qui étudie les pollutions des eaux créées à la suite du naufrage du pétrolier Amoco Cadiz. La subtilité dans tout ce qui est forage pétrolier, c'est d'être capable de compenser au bon moment l'évolution des pressions au gaz pétrole qui sont générées au fur et à mesure du forage. Si on ne la maîtrise pas, eh bien, ça remonte, ça emporte tout sur son passage. Voilà. Les éruptions de puits, c'est ça. Sur Deepwater, tout le monde est à cran car depuis le début du forage, rien ne se passe comme prévu. Quelques semaines plus tôt, ils ont même eu des signaux inquiétants. La nature même du puits est compliquée, et ça depuis le début. Ils ont eu pas mal de kicks. C'est lorsque du gaz sort du puits. Cela provoque une sorte de vibration, et du coup, ils savent que c'est un puits difficile. Ils ont beaucoup de difficultés à le forer, donc ils sont conscients qu'ils font face à une situation risquée tout au long du processus de forage. Cela arrive de temps en temps avec les puits. Mais à cette époque, dans l'industrie, on ne considérait pas ça comme des signes catastrophiques. On pensait que c'était dangereux, mais qu'on savait gérer ça. Faut-il abandonner ce gisement trop dangereux? Sur Deepwater Horizon, ils sont nombreux à se poser la question. David Hammer est journaliste d'investigation. Il a dirigé toute l'enquête sur Deepwater Horizon pour le plus important journal de Louisiane. Les ingénieurs de BP se posent également des questions. Ils envoient des emails à ce sujet sur la vitesse à laquelle les équipes forent le puits. En effet, quand vous creusez dans ces conditions de mer ultra profonde, vous devez faire attention à la fracturation du puits.
Il y a une zone de sécurité à respecter entre la vitesse de forage et le taux de fracturation. Et là, ils sont dans une marge d'erreur très très réduite. Ce risque de fracturation était connu de l'équipe et c'est pour cela qu'ils ont réalisé des changements de programme par rapport au programme initialement prévu. Changements de programme d'ailleurs qui n'ont pas été soumis à une véritable analyse de risque. Cette fracturation du terrain indique que les conditions de forage à cette profondeur devenaient extrêmement compliquées et auraient pu amener à la décision d'arrêter le puits. Pourtant, à aucun moment, il ne sera sérieusement évoqué d'abandonner ce puits qui a déjà coûté beaucoup d'argent. Ce 20 avril, un contrôle doit être effectué dans le puits. Un contrôle qui devrait rassurer tout le monde. On doit vérifier si le ciment injecté le long de la paroi du puits a bien pris. Un test qui consiste à descendre dans le puits un outil qui va faire une sorte d'échographie du ciment autour du cuvelage pour vérifier qu'il y a du ciment bien tout autour du cuvelage et que l'espace entre le cuvelage et la paroi du puits est bien rempli. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, BP considère qu'ils peuvent s'en passer et le test est tout bonnement annulé. En fait, ils n'ont jamais réalisé ce test. Et à 11h du matin, l'équipe de contrôle est renvoyée chez elle. Ce 20 avril, le programme continue donc selon le planning habituel. Les conséquences seront dramatiques. 15 heures. Sur Deepwater Horizon, c'est la fin de la phase du forage, le moment où le puits va être rebouché de manière provisoire. Ensuite, Deepwater Horizon laissera la place à une seconde plateforme qui exploitera le gisement pour en extraire le pétrole. C'est une opération délicate, mais les équipes y sont habituées. Le moment où vous devez sceller le puits, c'est un peu stressant car vous devez vous assurer que tout est stable au niveau du puits lui-même avant de le refermer. L'opération est délicate, mais les accidents sont très rares. Le dernier en date dans la région a eu lieu 31 ans plus tôt, le 3 juin 1979, au large des côtes mexicaines, sur la plateforme Ixtoc 1. À la suite d'une manœuvre, le pétrole est violemment expulsé puis prend feu. La plateforme incendiée s'écroule et commence à libérer son pétrole. Entre 10 000 et 30 000 barils jour sont ainsi déversés pendant 9 mois. Aucune victime n'a été à déplorer, mais la catastrophe est restée dans tous les esprits. Heureusement, la plateforme n'est pas totalement isolée. Depuis 3 jours, un bateau, le Damon B. Bankston, s'est positionné autour de la plateforme Deepwater Horizon et se tient prêt à l'aider dans cette opération. C'est un bateau ravitailleur. 79 mètres de long pour 18 mètres de large, il peut transporter jusqu'à 3000 tonnes de matériel. Ces bateaux sont présents sur tous les forages offshore. Ils sont essentiels pour les plateformes. Il n'y a pas d'autre solution pour être ravitaillé à plus de 80 km des côtes. On transporte toutes sortes de produits, de la boue et des tiges de forage, des denrées, de l'eau, de l'essence, tout ce qui permet qu'une opération de forage se passe correctement. Alwyn Landry est le capitaine de ce bateau depuis plus de 4 ans. Il connaît bien la plateforme Deepwater Horizon et son équipage. Cela fait plusieurs années qu'il travaille à leur côté. Ce jour-là est un jour comme un autre pour nous, plutôt calme. Depuis le matin, on est en stand-by. On nous demande de nous tenir prêts, de nous rapprocher le long de la plateforme et de nous connecter. On comprend à ce moment-là qu'ils vont sans doute fermer le puits, et donc on est en stand-by. Et on se prépare à recevoir des liquides de forage pour les ramener au port. Pour Alwyn Landry et son équipage, il s'agit d'une opération de routine. Ils n'ont a priori pas de raison de s'inquiéter. 17 heures. Dernière étape avant de fermer le puits. On doit vérifier que l'ensemble de la construction est stable et que le puits ne fuit pas. Pour ce faire, la technique est simple. On va injecter de l'eau de mer dans le puits. Celle-ci va remplacer le liquide qui a été utilisé lors du forage. La boue lourde, mélange d'eau, d'argile et de produits chimiques. Le test consiste à vérifier en tête de puits qu'il n'y a pas de variation de la pression. Une variation de pression indiquerait une intrusion de fluide dans le puits. Par conséquent, si la pression est stable en tête, on peut considérer
qu'il n'y a pas d'intrusion et donc que la cimentation est étanche. Vers 19h30, ils commencent donc le test. Au début du test, il y a de la boue qui s'échappe du puits, mais ils ne savent pas pourquoi. C'est a priori mauvais signe, le puits présente un réel danger. Et il faudrait logiquement abandonner son exploitation. Mais les équipes décident de faire un second test. Le protocole de test a été modifié pour obtenir le résultat qu'on souhaitait, c'est-à-dire ne pas voir de pression en tête de puits. Le résultat de ce second test est donc positif et les équipes ont du mal à se l'expliquer. Mais la décision est prise, le puits sera bel et bien fermé ce soir. Ils prennent la décision de continuer. Pour eux, le test de pression donne des résultats inhabituels, mais ils pensent qu'ils pourront les expliquer plus tard. 20h30. Tout semble sous contrôle sur la plateforme. La mer est calme dans le golfe du Mexique. À bord, les 126 membres d'équipage ne se doutent pas que dans quelques minutes à peine, ils vont vivre l'une des plus grandes catastrophes pétrolières de l'histoire. « 20h50. L'opération pour fermer le puits a débuté. Seulement très vite, dans la cabine de contrôle, on fait des observations étonnantes. Il y a une accélération du débit et une augmentation de la pression. Et cela ne semble pas se calmer. Ils commencent à avoir des kicks. Il y a une remontée de fluide, mais ils ne s'en rendent pas compte tout de suite. Alors que l'opération se poursuit avec une partie de l'équipe, un peu plus loin, la vie suit son cours sur la plateforme. Ingénieurs et ouvriers se reposent dans leur cabine. La plupart des hommes sont dans leur chambre. Certains prennent une douche, d'autres s'apprêtent à se coucher, pendant que d'autres encore appellent leur famille, ce genre de choses. Aucun ne se doute du danger qui les guette. Pourtant, à 1500 mètres sous leurs pieds, de la boue commence à remonter le long de la tige de forage. La situation devient critique. Il s'avère que le ciment autour du puits n'a pas bien pris. Cela n'a pas été fait correctement. Il y a vraiment de la pression venant des hydrocarbures, pétrole et gaz, dans le tuyau de forage. Et il menace de remonter hors du puits. 21h30. Sous terre, les hydrocarbures semblent plus instables que jamais. Quand tout à coup... La pression augmente et de la boue de forage commence à refluer du puits, éclaboussant la zone de forage sur la plateforme. À quelques mètres de là, sur le Bankston, on comprend que quelque chose ne va pas. Mon bras droit est au poste de commande et s'assure du positionnement du bateau. Quand soudain, il remarque de la boue tombant de la plateforme. Je me lève, je regarde vers le haut et je vois que ça vient du derrick. Et là, je me dis, nous avons un sérieux problème. Après quelques secondes, l'éruption se calme. Pas de quoi rassurer les équipes sur la plateforme. Tous savent qu'à présent, pour empêcher une dramatique éruption, ils n'ont plus qu'une seule solution. En cas de problème, pour empêcher le pétrole et le gaz de sortir du puits, les équipes disposent d'une arme ultime située au fond de la mer sur la tête de puits. Le BOP, ou Blowout Preventer, littéralement machine à prévenir les éruptions. En français, on le traduit par bloc obturateur de puits. Le BOP vous procure un sentiment de sécurité. C'est le recours ultime. Vous avez vraiment l'impression que vous n'y aurez jamais recours, mais dans certains cas extrêmes, vous n'avez pas le choix. Le BOP pèse à peu près 450 tonnes et il est aussi haut qu'un immeuble de 4 étages. Il se trouve au fond de la mer, sur la tête de puits. Et de la salle des commandes, les équipes peuvent gérer l'arrivée d'air et contrôler certains niveaux de pression. Il s'agit d'un empilement de valves qui permettent de compenser la pression à l'intérieur du puits et d'empêcher le gaz et le pétrole de remonter. Il y a des plaques de métal qui peuvent se fermer autour du tuyau de forage.
Le problème, c'est que la pression a augmenté dans le tuyau parce qu'ils n'avaient pas retiré les tiges de forage à l'intérieur. Un oubli qui va leur coûter cher. Ces tiges de forage, du fait du flux de gaz, se sont contorsionnées, si on peut dire, et ont empêché que les mâchoires du BOP se referment correctement sur ces tiges. De fait, l'étanchéité n'a pas été totalement assurée. Quand ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent pas à actionner le BOP, alors que c'est la seule chose qui peut arrêter tout ça, c'est là qu'ils paniquent. À cet instant, les hommes comprennent qu'ils sont piégés. Le BOP ne va pas pouvoir empêcher une éventuelle éruption. Personne ne pensait qu'il y avait besoin d'un plan B. Le BOP avait toujours fonctionné jusque-là et les mécanismes de défense à l'intérieur du BOP sont redondants. Mais dans ce cas, ça n'a tout simplement pas fonctionné. 45 minutes après le début de l'opération de fermeture du puits, la situation devient plus critique que jamais. À cet instant, quelques minutes après la première éruption, une deuxième surgit, beaucoup plus intense cette fois. Cette fois-ci, la remontée est violente. De la boue de forage est projetée avec beaucoup de puissance. Du pétrole et du gaz sont expulsés violemment, arrosant toutes les personnes présentes. Le personnel court partout et essaye de contrôler ce reflux. Des gaz toxiques et hautement inflammables sont également expulsés. Le risque d'incendie est immense. Plus grave encore, personne sur la plateforme n'est prévenu du risque. Et la cause est à peine croyable. Alors que la catastrophe semble imminente, à bord de Deepwater Horizon, l'alarme générale reste muette. Pourtant, les témoins d'alerte s'allument bien dans le poste de contrôle géré par Andrea, responsable de la navigation sur la plateforme. Elle a des signaux de couleur magenta qui lui indiquent une forte concentration de gaz. C'est le plus haut niveau d'alerte. Mais il n'y a pas moins de 13 ou 14 boutons qui se sont allumés en même temps. C'est sa responsabilité à ce stade d'actionner l'alarme générale pour faire évacuer les employés. En fait, chose insensée, Transocéan, le propriétaire de la plateforme, a choisi de déconnecter l'alarme générale sur Deepwater Horizon pour ne pas réveiller les équipes. Une décision lourde de conséquences. 21h47. Un bruit strident et reconnaissable se fait entendre. Les hommes savent que l'heure est grave. Ils font face à une remontée de méthane, un gaz inflammable. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'un nuage de gaz se propage rapidement au-dessus du derrick. Et surtout qu'il se dirige vers une zone très dangereuse. Certaines zones de la plateforme sont protégées. Il n'y a rien qui peut déclencher ou alimenter un feu. Mais il y a d'autres parties de la plateforme, comme la salle des moteurs et d'autres zones autour, qui sont hautement inflammables. Ce qu'ils ne voient pas à ce moment-là, c'est ce qui se passe au niveau des moteurs de la plateforme, ces générateurs diesel qui alimentent la plateforme en énergie. Et ces moteurs ont des arrivées d'air et ils commencent à aspirer le gaz naturel qui est hautement inflammable. « 21h49. Le pire vient de se produire, une éruption d'hydrocarbures. L'électricité est immédiatement coupée. Les flammes, elles, commencent à ravager la plateforme. La pression est tellement forte, l'explosion crée une énorme boule de feu. Et il y a de multiples explosions à quelques minutes d'intervalle. Les hommes sont projetés à travers les pièces. C'est la confusion la plus totale. On a commencé à voir des barils et des conteneurs projetés hors de la plateforme, comme des roquettes. À quelques dizaines de mètres de là, des pêcheurs immortalisent les premières images de la plateforme en feu quelques minutes seulement après l'explosion. Les membres d'équipage ont peur. Ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Ils essayent de mettre leurs collègues en sûreté. Certains sont très gravement blessés. De son côté, Alwyn Landry décide d'éloigner d'urgence son bateau, le Bankston. Quand je commence ma manœuvre, je n'ai plus de contact avec la plateforme. Mais on comprend qu'il s'agit d'une éruption.
Seulement, on ne sait pas à quel point c'est grave. Sans électricité, l'équipage n'a plus aucun moyen de contrôler ni de piloter la plateforme. Deepwater Horizon n'est plus qu'un bateau mort. Mais il existe encore un moyen de la sauver des flammes. Dernière possibilité pour tenter d'éviter le pire, la procédure de déconnexion d'urgence. Elle consiste à fermer le BOP et à déconnecter le tube qui relie le puits à la plateforme. L'objectif est clair, couper l'arrivée du pétrole vers Deepwater Horizon. Sans hydrocarbures, l'incendie cessera. Dans la salle des commandes, certains hommes essaient de déconnecter la plateforme du puits. Le but, c'est qu'elle ne soit pas reliée au puits par le tuyau de forage, car même si cette plateforme est stationnaire, techniquement, c'est un bateau. Elle peut bouger quand elle n'est plus reliée au puits. Donc, s'ils arrivent à la déconnecter, ils pourront peut-être l'éloigner du puits et de la source du feu, et au moins minimiser les dégâts. Mais le BOP va une nouvelle fois échouer dans sa mission. L'équipe de forage l'ignore alors, mais en fait, le BOP est hors service. Un des packs de batterie n'est pas opérationnel et certaines des commandes sont mal câblées. Ce qui fait que lorsqu'ils actionnent les commandes, même manuellement, pour enclencher le BOP, ça ne fonctionne pas. La procédure de déconnexion d'urgence ne peut donc pas fonctionner. Ce qui sonne le glas pour Deepwater Horizon, toujours menotté au puits de l'enfer. Il n'y a plus qu'une seule solution, abandonner la plateforme. Quelques minutes après l'explosion, un signal de détresse est envoyé aux gardes-côtes. Le QG des gardes-côtes se trouve à la Nouvelle-Orléans et ils ont envoyé leur bateau dès qu'ils ont été alertés. Mais Deepwater est à 80 km des côtes de la Louisiane et la Nouvelle-Orléans est encore à 100 km au nord de l'embouchure du Mississippi. Donc quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas se rendre sur place immédiatement. Il va falloir au moins 45 minutes aux gardes-côtes pour arriver sur les lieux de la catastrophe. Autrement dit, une éternité. Nul ne sait combien de temps la plateforme se maintiendra à flot. Heureusement pour l'équipage, ils ne sont pas seuls. À quelques centaines de mètres de la plateforme, Alwyn Landry et son équipe assistent impuissants à tout le déroulement de l'accident. Le signal de détresse a été diffusé sur le canal général et une voix venant de la plateforme a demandé de l'aide en disant que la plateforme était en feu et qu'il l'évacuait. Il comprend immédiatement qu'avec son équipage, ils sont pour l'instant les seuls à pouvoir porter secours au personnel de la plateforme. Mais cette opération n'aura rien de simple. Mon équipe se dirige immédiatement vers les canaux de sauvetage. Et ils comprennent que la prochaine étape, ce sera très certainement une opération de secours. Heureusement, les équipes de Deepwater Horizon sont très bien entraînées. De toutes les procédures d'urgence sur la plateforme, l'évacuation est la plus souvent pratiquée. La marche à suivre est claire. Il faut commencer par enfiler les gilets de sauvetage, puis se diriger vers les 4 canaux situés à plus de 40 mètres au-dessus de la mer. Benoît Ludo est directeur des opérations offshore pour Total. La sécurité est le cœur de son métier. Cela fait 30 ans qu'il travaille dans le groupe pétrolier français. L'évacuation d'une plateforme est un exercice qu'on fait régulièrement pour s'assurer que lorsque le problème sérieux arrive, c'est un réflexe et que les gens savent exactement ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller, dans quel bateau, avec tout un système de cartes qui permet de savoir qui est resté à bord ou qui est parti. Très rapidement, on se rend compte que cette procédure n'est pas applicable. Atteindre les bateaux de sauvetage était le plus important. La plupart des membres d'équipage n'arrivent même pas à rejoindre leur zone d'évacuation. Tellement il y a de débris et parce que le feu empêche d'avancer. Donc ils finissent par monter dans le premier bateau de sauvetage qu'ils trouvent sur leur chemin.
Ces bateaux, situés à bâbord et à tribord, peuvent contenir de 50 à 60 personnes. Ils sont accrochés à une grue et descendus par un treuil automatique au niveau de la mer. Ils sont recouverts, disposent d'un petit moteur et protégés contre le feu. Mais, ne parvenant pas à atteindre les canaux de sauvetage, paniqués, certains membres d'équipage décident de se jeter du haut de la plateforme. Et pourtant, le véritable danger n'est pas la noyade. Le pétrole brûle à la surface de l'eau tout autour d'eux. C'est dangereux, même une fois qu'ils se retrouvent dans l'eau. Mon capitaine et moi, on est sur le pont. Et on voit comme des flashs de lumière qui tombent dans l'eau. On se regarde et on se dit, ça doit être des gens. Ils ont mis leur gilet de sauvetage et ce sont les bandes réfléchissantes que l'on a vues. J'ai donc allumé un spot pour vérifier. Et il y avait une main dans l'eau qui nous faisait signe. L'équipage du Bankston décide alors de multiplier les allers-retours pour accompagner les rescapés jusqu'au bateau et récupérer ceux qui ont sauté dans le golfe au péril de leur vie. Tout ça est arrivé en l'espace d'1 heure à peu près. Et ça en dit long sur les qualités de mon équipe et du personnel de la plateforme. Ils savent comment gérer ce genre de situation. Mon équipe n'a pas arrêté de faire des allers-retours vers l'incendie pour sauver des gens, les sortir de l'eau. Ils ont fait un boulot incroyable. Je suis tellement fier d'eux. Ces photos prises sur le Bankston montrent les rescapés qui se rassemblent sur le pont du bateau. À l'intérieur, on improvise un hôpital de fortune pour les premiers soins. Mon souci principal, c'est le bien-être de ces hommes. Certains sont en pyjama ou en sous-vêtements, d'autres sont complètement trempés. Certains sont à moitié habillés. Du coup, mon équipe va chercher dans les cabines tous leurs effets personnels pour leur distribuer. Des jeans, des sweatshirts, des bottes, tout ce qu'ils peuvent, même des cigarettes. Certains en ont bien besoin. Ces hommes sont dans le besoin, et mon équipe répond avec compassion. Ils sont fantastiques. En attendant les gardes-côtes, l'équipage du Deepwater Horizon décide de faire un recensement à bord. Le bilan est tragique. Sur les 126 employés, 11 manquent à l'appel. Une heure après le début de la catastrophe, le premier hélicoptère des gardes-côtes arrive sur le site. L'aide médicale d'urgence se met en place avec hélitreuillage et évacuation des blessés les plus graves vers les hôpitaux de la région. The Coast Guard is searching for at least 11 missing oil rig workers off of the coast of Louisiana. They vanished after an explosion last night. Search teams are hoping that they are on lifeboats in the Gulf of Mexico. Le Bankston a pour ordre de rester sur place pendant que les hélicoptères continuent de rechercher les survivants. Les rescapés vont rester à bord pendant plus de 7 heures. Le Bankston est finalement autorisé à rejoindre la côte au petit matin. Mais une fois tous les rescapés évacués, la catastrophe est loin d'être terminée. Ce que personne n'imagine alors, c'est que Deepwater Horizon peut s'écrouler à tout moment. La lutte contre l'incendie ne peut commencer que lorsque les bateaux des gardes-côtes arrivent sur place. Les flammes qui dévorent la plateforme, filmées ici par les gardes-côtes, atteignent désormais près de 60 mètres de haut. Les gardes-côtes luttent sans relâche contre l'incendie devenu incontrôlable. Car c'est tout le puits qui est en feu et l'incendie est en permanence alimenté par la fuite de pétrole. Les gardes-côtes essaient immédiatement de circonscrire le feu, mais ils comprennent très rapidement qu'ils ne vont pas pouvoir éteindre l'incendie. Ils peuvent juste essayer de minimiser les dégâts. Malgré leurs efforts, le 22 avril 2010, soit 2 jours après l'explosion, la plateforme ne tient plus. Elle sombre et coule au fond de l'océan. Quand la plateforme s'écroule, personne ne sait ce qui va se passer. Peut-être que c'est la fin de cette catastrophe. On ne sait pas vraiment. Personne ne pouvait en effet imaginer la suite des événements. La guerre contre le pétrole ne fait que commencer
car sous l'eau, le pire s'est produit. En s'écroulant au fond de l'océan, la plateforme arrache le tuyau qui la relie encore au puits, ouvrant littéralement un robinet de pétrole pur dans le golfe du Mexique. L'accident local se transforme en crise internationale. Le drame de Deepwater Horizon fait l'ouverture de tous les JT. Les États-Unis s'apprêtent donc à faire face à la pire marée noire de leur histoire. Cleanup crews spent the day trying to keep the 12-mile-long oil slick from the rig from reaching shore. Dès lors, une double course contre la montre s'enclenche. Secours et ingénieurs doivent mener 2 missions de front. Il faut reboucher cette fuite au fond de la mer et empêcher le pétrole d'atteindre les côtes. La priorité, c'est d'empêcher le pétrole de remonter à la surface et de flotter jusqu'aux côtes, aidé par les courants ou le vent. C'est sur le rivage que les dégâts seraient les plus graves. On sait très bien que les formes de vie les plus vulnérables se trouvent sur les côtes. « 29 avril, soit 9 jours après le début du drame. La marée noire est déclarée catastrophe nationale. Les images satellites de la NASA sont alarmantes quant à la progression de la nappe de pétrole. D'abord d'une surface de 3000 km², sa taille augmente rapidement pour atteindre 74 000 km², 2 fois la taille de la Belgique. Au plus haut sommet de l'État, le président Obama lui-même prend les choses en main. Dès le 2 mai, il se rend sur place en Louisiane et fait régulièrement des points sur la situation. What really matters is this. There's oil leaking and we need to stop it. We need to stop it as soon as possible. Mais pour savoir comment combattre cette marée noire qui menace désormais les côtes de 5 États américains, encore faut-il connaître l'étendue de la catastrophe. Scientifiques et ingénieurs vont bientôt découvrir la tragique réalité. BP envoie des robots sous-marins pour filmer le flux de pétrole et tenter d'estimer les dégâts. Ce sont 70 000 barils, 800 000 litres de pétrole au minimum par jour qui se déversent dans l'océan au plus fort de la crise, l'équivalent du naufrage de 4 pétroliers par jour. Il faut absolument reboucher ce puits maudit qui alimente sans cesse la nappe de pétrole, et vite. Seulement, il y a un obstacle de taille. Personne n'avait jamais imaginé un tel scénario et personne n'a de solution. Une telle catastrophe n'est jamais arrivée. Il n'y a pas de plan qui dise quoi faire si une telle éruption a lieu. Il n'y a vraiment rien de mis en place à l'époque pour gérer cette situation. Si cette fuite avait eu lieu à terre, dans un puits pétrolier à terre, l'affaire aurait été réglée en quelques jours. On parle d'intervenir à des milliers de mètres sous la surface des flots, donc c'est extrêmement compliqué. Au moment de la catastrophe, on ne connaît qu'une seule technique. Creuser un puits de dérivation qui va venir intersecter le puits Macondo pour injecter du ciment à la source. Problème, cela prendra au moins 3 mois. D'un point de vue ingénierie, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On parle de creuser à plus d'1 kilomètre sous la terre. Imaginez, vous creusez sous terre, sous un angle différent, et vous intersectez le puits, qui n'est pas plus gros que ça. Hein. C'est une opération très très précise, vraiment très difficile à réaliser. BP n'a donc pas le choix et lance tout de même le chantier tout en essayant de trouver d'autres solutions en parallèle. Et là, on a une situation extraordinaire, je dirais, un peu comme en période de guerre ou en période de crise, où là, l'industrie, toutes les forces industrielles internationales, je dirais pas seulement américaines, se penchent sur un problème technique et mettent tout en œuvre pour trouver une solution innovante. Ils ont un conseil de guerre, ils appellent ça vraiment comme ça, à Houston et à Robert en Louisiane, où ils ont réuni les meilleurs scientifiques. Ils les ont tous mis au travail pour essayer d'arrêter ça. Et bientôt, ce conseil de guerre pense avoir trouvé la solution pour endiguer cette marée noire. « 8 mai 2010. Les experts annoncent au monde leur solution.
Ils vont poser une sorte de dôme de plus de 70 tonnes au fond de la mer, directement sur la tête du puits. BP appelle ça un top hat. Ils vont essayer de descendre ce dispositif sur le puits et littéralement de mettre un couvercle dessus. Mais très vite, ils vont le reconnaître, leur solution ne fonctionne pas. Lorsqu'on descend cet équipement dans des conditions de pression et de température en mer profonde, ça se bouge tout de suite avec la création de ces fameux hydrates qui se créent, qui sont des espèces de neige qui se créent avec, dans des conditions de pression et de température avec de l'eau et du gaz. Donc ce système de cloche n'est pas très efficace. Une autre solution est alors imaginée, encore plus invraisemblable. Ensuite, ils essayent ce qu'ils appellent le junk shot, c'est-à-dire qu'ils descendent au fond de la mer des détritus, des pales de golf, des choses comme ça, et ils les lancent dans le puits pour essayer de tout enterrer. Ces deux tentatives sont des échecs, mais les ingénieurs n'ont pas dit leur dernier mot. En parallèle, en surface, il n'y a pas de temps à perdre. La nappe de pétrole se rapproche dangereusement des côtes. Tous les moyens sont bons pour faire disparaître le pétrole. Des moyens titanesques sont mis en place, du jamais vu. Au plus fort de la crise, BP a fait travailler jusqu'à 48 000 personnes. C'est gigantesque. Au plus fort de la crise, BP a utilisé 6 500 bateaux, plus d'une centaine d'avions. On imagine le budget. Le budget dépassera les 40 milliards de dollars. Militaires et gardes-côtes vont d'abord installer des barrages tout le long du littoral et plus de 150 km de boudins flottants anti-pollution à proximité des côtes. Ils vont également utiliser la technique de brûlage des nappes d'hydrocarbures. L'équivalent de 10 000 barils sont ainsi brûlés quotidiennement. Et les gardes-côtes ne s'arrêtent pas là. Ils vont vaporiser par avion des produits chimiques appelés dispersants pour tenter de dissoudre les nappes de pétrole à la surface. On met un produit pour que ce pétrole soit transformé en gouttelettes très fines et soit brassé dans les premiers 10 mètres pour que les bactéries viennent les manger. On favorise un phénomène naturel de biodégradation. Mais la grande innovation technologique de cette pollution en termes de technique de lutte, c'est le traitement de dispersants de fond. On injecte du dispersant au fond de la mer, directement à la sortie du puits, pour dissoudre le pétrole avant qu'il ne remonte à la surface. On n'avait jamais utilisé de dispersant à cette profondeur, avec de telles pressions et des températures aussi basses. Donc on ne savait pas comment cela allait se comporter d'un point de vue chimique. On ne savait pas quels effets ces dispersants pourraient avoir sur le long terme, notamment sur les organismes marins et toute la biologie marine qui existe au fond de l'océan. Cette catastrophe a servi de test grandeur nature. Difficile de connaître les conséquences exactes de cette utilisation de dispersants au fond de la mer. Pendant ce temps, les ingénieurs pensent avoir trouvé une solution pour stopper la fuite du puits. Ils ont mis au point un nouveau dispositif, ce qu'ils appellent une technique de coiffage du puits. Ce n'est pas un dôme, c'est un petit BOP. Donc c'est un système avec une vanne, un peu plus petit, qui a moins de fonctions, qui est plus robuste, et qu'on va descendre et connecter sur le puits. Et en se connectant, il va faire une étanchéité avec le puits. Et ensuite, on va pouvoir le fermer. Et le 15 juillet, après 87 jours de marée noire, BP annonce avoir enfin contrôlé la fuite grâce à ce capping stack. Mais cette solution n'est que temporaire. Le puits Macondo sera définitivement scellé le 19 septembre grâce au puits de dérivation. Il aura fallu 5 mois pour le forer, le temps normal d'un forage à cette profondeur. Mais le travail des ingénieurs n'est pas fini. À présent, ils doivent trouver de nouvelles solutions pour éviter qu'une telle catastrophe se reproduise. Un an après la catastrophe, ce sont près de 1700 km de zones marécageuses et de plages qui ont été polluées. C'est la pire catastrophe de toute l'histoire du pétrole aux États-Unis. Encore aujourd'hui, aucun accident n'est comparable. Cette marée noire a eu des conséquences écologiques terribles pour la faune des littoraux, pour les oiseaux, pour les mammifères marins, pour les poissons. Plus de 6000 oiseaux sont morts, dont 2200 englués dans le pétrole. Près de 600 tortues de mer ont péri. 153 dauphins se sont échoués sur les côtes.
Et pourtant, selon les spécialistes, cela aurait pu être pire encore. Pour une catastrophe de cette ampleur, ils ont eu de la chance. Les courants à cette période ont empêché le pétrole d'atteindre les côtes de manière massive. L'État de Louisiane a relâché beaucoup d'eau douce dans l'océan pour repousser le pétrole loin des côtes. Et puis, il y a aussi la présence dans les eaux du Golfe du Mexique de bactéries mangeuses de pétrole qui cassent les nappes de pétrole, le tout dans une eau très chaude. Cela amplifie le phénomène et a permis de nettoyer la marée noire plus facilement. Donc d'un point de vue environnemental, beaucoup de choses ont aidé. Et aussi grave que puisse être cette marée noire, ça aurait pu être bien pire. Mais dans l'industrie pétrolière mondiale, la catastrophe fait l'effet d'une onde de choc. Elle sera l'élément déclencheur d'une réflexion profonde pour repenser et améliorer la sécurité à bord des plateformes pétrolières. Toutes les compagnies qui avaient des plateformes offshore ont revu l'intégralité de leurs procédures de sécurité à l'issue de cet accident. Exactement comme tous les exploitants de réacteurs nucléaires ont tout repassé au crible après l'accident de Fukushima. On est dans le même ordre de grandeur. Plusieurs décisions ont été prises. Le BOP reste toujours le système de protection ultime contre une éruption de puits, mais les systèmes d'urgence ont été multipliés et modifiés pour être actionnés automatiquement. Des capping stacks, les dispositifs de coiffage de puits, sont désormais disponibles dans les différentes mers du globe et peuvent être acheminés en moins de 10 jours en cas de danger. Toute l'industrie pétrolière est préparée maintenant à faire face à ce genre de situation et ça a été un grand tournant, je pense. Le gouvernement américain et l'industrie pétrolière ont réfléchi ensemble pour tenter de réduire les risques. Mais ils vous le diraient eux-mêmes, le risque zéro n'existe pas. Et plus ils creusent profondément dans des niveaux de pression extrêmement élevés et des environnements géologiques compliqués, moins on sait ce qui pourrait se passer. Si la sécurité s'est accrue, c'est que les risques ne cessent d'augmenter. Face à la diminution des ressources de pétrole disponibles, l'industrie continue de repousser les frontières, de creuser toujours profondément et toujours plus loin des côtes. Les activités de forage sont des activités dangereuses. Un accident comme celui de Deepwater Horizon peut se reproduire demain. Les compagnies pétrolières ont dépensé des milliards de dollars pour développer ces dispositifs de coiffage. Mais à certaines profondeurs et sous certaines pressions, ils ne seront plus capables de fonctionner. À ce jour, BP a été reconnu coupable dans toutes les procédures judiciaires engagées. Au total, les remboursements, indemnités, contraventions et condamnations diverses s'élèvent à 63 milliards de dollars. Quant aux 11 victimes de la catastrophe, 11 hommes de 22 à 56 ans, leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Ils ont désormais un monument qui leur rend hommage à la Nouvelle-Orléans. À quelques kilomètres de là où a sombré Deepwater Horizon, souvenir d'un enchaînement d'erreurs et de décisions dramatiques qui ont rendu cette plateforme hors de contrôle.